Bonjour et bienvenue. On espère que votre journée a bien commencé. On est très heureux que vous soyez avec nous. James E. Stevenson, and together with my colleagues Naomi, Ensemble avec mes collègues Naomi et Gabriela, nous orchestrons cette pratique for the purpose of relativement à notre initiative dans le but de cette communauté de pratique. En fait, le but, c'est d'aider les projets activement à travailler sur le renforcement des communautés, des collectivités pour avoir des relations pleines de sens, qui peut être un gros défi durant un temps pandémique. Et donc, nous sommes très enthousiasmés d'être ici avec vous aujourd'hui et d'être les hôtes de cette conversation qui est tellement pertinente. Avant de commencer, juste quelques éléments, des rappels, on ne peut pas vous voir ou vous entendre, même si vous pouvez le faire. Cette session se fera à la fois en anglais et français. Pour avoir accès à l'interprétation en français, vous allez voir un globe en bas de votre écran. Cliquez sur le globe et choisissez le français pour entendre la session en français sera traduite. Pour des fins d'interactivité, tant que faire se peut, on va avoir un document pour prendre des notes dans le clavardoir et on peut tous collaborer et contribuer à ce document. Dans quelques instants, ce sera disponible dans le clavardoir et on veut que vous participiez pleinement et que vous nous posiez des questions dans le clavardoir. Et donc, pour ce document en particulier, veuillez partager toute référence, tout site web, toutes choses qui sont d'intérêt pour vous, que vous aimeriez partager avec d'autres. Relativement aux choses qui sont mentionnées ici dans la conversation. Nous allons prendre des notes également à partir de la session d'aujourd'hui et nous allons partager le tout avec vous en direct. Avant de débuter, nous voulons reconnaître le fait qu'aujourd'hui, nous sommes à Toronto et c'est un territoire ancestral, traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga du Credit, et les Chippewas, les Haudenosaunee, entre autres les peuples autochtones, et donc plusieurs nations, des Premières Nations, Inuit et Métis même. On reconnaît que Toronto est couvert par le traité 13 signé par les Mississauga du Credit et le traité Williams signé par les bandes de Mississauga et Chippewa. Alors aujourd'hui, la session traitera de quoi? Nous sommes très enthousiasmés de ce qui s'en vient parce que une invitation a été envoyée envers tout le monde et nous avons reçu des messages d'organisations, de collectivités, de leaders. Ils partagent leur approche pour cette nouvelle étape de la pandémie, donc relativement aux assemblées. Donc, on est très intéressés à vous parler là-dessus et on espère que ça va être un espace pour considérer les défis qui vont surgir lors de cette nouvelle phase de la pandémie, tout en reconnaissant que nous avons tous, nous devons faire face à des situations uniques. C'est une occasion pour nous également d'être inspirés par d'autres projets. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres groupes locaux au Canada qui expérimentent de façon très créative pour tenir des assemblées, se réunir. On vous encourage à partager toutes ces choses que vous faites avec nous aujourd'hui, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres. La session d'aujourd'hui, eh bien, il y a Tai Hyung et Nick Hünbrough du TheLocal.to, qui est un magazine indépendant, qui vont être les hôtes. Et donc, il y a Tai et Nick, et il y a quelques projets qui ont été financés par l'initiative. Et on entendra parler du projet un peu plus tard. Il y a Lisa, le Pat the Dark Theatre, une coalition, une organisation qui s'occupe d'un festival, et Sean, the Hope Spring Cancer Support Center, Snezna, du groupe Serbian Citizens of the World. Et donc, vous pouvez trouver des liens vers leur site web et leurs documents partagés que nous avons inclus dans le clavardoir. Voilà, c'est tout ce que nous avions à vous dire. Maintenant, Ty et Nick, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un grand plaisir d'être ici, Nick et moi. Nous sommes du local, le magazine The Local.to, donc basé à Toronto. On est très heureux d'avoir cette occasion, vraiment, de vous entendre, d'entendre la collectivité, de voir le travail formidable de Lisa, de Sean et de Suzanne, on l'espère. Si elle peut se joindre relativement au travail que vous faites. Je pense qu'on parle ici, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Bon, alors ce dont on parle ici, c'est comment on peut se réunir à nouveau
surtout durant cette période très étrange. On parle de l'ère où l'on vit avec le virus, l'ère pandémique, lorsque les choses sont un peu claires, floues, après 2 ans de confinement à la maison et dans des lieux pour nous y sécuriser. Est-ce que la COVID-19 a changé notre façon de concevoir les espaces intérieurs ou extérieurs de façon temporaire ou peut-être pour le long terme? J'aimerais vous entendre parler là-dessus et comment s'assurer que les inégalités qu'on a vues au début de la pandémie ne se répètent pas. Et donc, on pourra peut-être maintenant commencer à se réunir, même si c'est la fin de la pandémie et que ce n'est pas terminé. Donc, peut-être. Et donc, on a une question ici. Utilisez le clavardoir, s'il vous plaît, pour taper là votre réponse. Toutes les choses formidables que vous faites. Et ensuite, on va. De quelle façon intéressante avez-vous commencé à vous rassembler tout en équilibrant le besoin de rencontres en personne et la réalité d'une pandémie toujours en cours? Donc, on va continuer durant la session d'aujourd'hui et vous pouvez écrire vos réponses dans le clavardoir. On va en prendre note pour des fins d'inspiration, des idées pour les gens qui veulent composer avec ce sujet et essayer de s'y pencher pour voir quelles sont d'autres façons de commencer à se rassembler, se réunir. Quelques diapos simplement ici, Yannick, et ensuite je vais donner la parole à Lisa et Sean afin qu'ils nous parlent de leur travail. On parle ici de vivre avec la pandémie. Au niveau national, voyez-vous les données, ce qui suggère qu'on n'est pas au sommet de la pandémie. C'est fini. Et en même temps, ces données ne sont pas pleinement complétées parce que faire le suivi d'un virus, on le sait, c'est un défi. On ne fait plus des tests comme on le faisait, n'est-ce pas? Et si on considère les hospitalisations, les chiffres, c'est toujours assez élevé, n'est-ce pas, comparativement aux premières vagues. Et donc, les gens sont malades encore et hospitalisés. Et il y a quand même des courbes sur la mortalité. On n'est pas sorti du bois, selon Ed Young. On va le citer, c'est un journaliste formidable qui écrit pour The Atlantic. Le COVID ne va pas disparaître. L'éradication n'étant plus une possibilité depuis longtemps, la maladie fait partie de nos vies de manière permanente. Une autre menace infectieuse grave venant s'ajouter à une liste déjà longue. Il y a cette idée selon laquelle on est déjà dans la courbe allongée de la pandémie, mais ça pourrait revenir et nous frapper de façon plus significative. Et donc là, on s'en va vers l'été, donc peut-être en automne, ça va revenir. On ne sait pas trop. Mais on ne va plus revenir à comment les choses étaient en 2018, ça c'est certain. En même temps, c'est important de se rendre compte que la pandémie a eu un impact disproportionné sur plusieurs populations ici, voyez-vous. Ça, c'est de l'Agence de santé publique du Canada. On voit les populations racialisées en 2020 qui ont été heurtées de façon disproportionnée par la pandémie relativement à la mortalité. Quintile 5, ici, ce sont les collectivités où il y a la plus grande concentration ethnique. Et pour les gens à faible revenu aussi. Quintile numéro 1 ici à gauche, les revenus les plus faibles. Les membres de la société font face à des impacts disproportionnés. Ils souffrent des effets de la pandémie. L'impact dépend beaucoup de là où vous vivez au pays, n'est-ce pas? À gauche, vous voyez le CME. Ça, c'est l'aire métropolitaine pour ce ces informations. Donc, on voit, on peut comparer les différentes régions et donc, voilà pour le recensement. Et Nick va vous parler un petit peu maintenant du travail que l'on fait au niveau local. Il va nous aider à contextualiser le tout dans le contenu urbain. Merci beaucoup. Oui, on peut passer à cette diapositive. Localement, on a couvert, le local a couvert, pardon, le traitement de la COVID depuis le début.
Bon, ces données sont peut-être un peu vieillottes d'un an, mais en tout cas, ici, vous pouvez voir, ça, c'est une carte de Toronto. Je pense que ça s'applique à plusieurs zones urbaines partout au pays. En rouge foncé, on a les endroits dans la ville où il y a le plus grand nombre de cas de COVID. Les petits points, c'est les pharmacies. Et les plus petits points, ce sont les pharmacies qui ont reçu des vaccins au début du déploiement de la vaccination. Vous pouvez voir les régions où on a eu le plus besoin de vaccins ou qui n'en ont pas reçu. Et vous voyez les impacts dans la prochaine diapo. Vous voyez ici à droite, à gauche plutôt, vous voyez les hospitalisations et décès liés à la COVID-19 à Toronto. Vous avez également les régions plus racialisées, les travailleurs, les populations les plus pauvres, etc. Et on voit également la portée principalement régionale ou locale de la vaccination. Bon, c'est pas juste que la pandémie a un impact sur les communautés de différentes façons. Bon, il y a des solutions relativement à la pandémie, mais on a eu des solutions qui ont exacerbé les problèmes. Les gens qui avaient le plus besoin d'aide n'ont pas été secourus. Et donc, on en est maintenant très au courant alors qu'on se dirige vers la prochaine phase, ce qu'on appelle la phase où l'on vit avec la pandémie, la dernière traînée là, dans la courbe de l'épidémie. Bon, maintenant, pour pouvoir se réunir et pour pouvoir trouver des solutions qui vont rejoindre ceux qui ont le plus besoin d'aide, eh bien, on peut réfléchir là-dessus. Se réunir, voici une image au printemps de 2022, une réunion en personne. Ça, c'est... Bon, en fait, la dernière question avait trait à cette période où l'on pouvait vivre, où l'on croyait pouvoir vivre avec la pandémie. Bon, une des choses qu'on a découvert, c'est peut-être évident, c'est que ce genre de réunion en personne, comme on le voit ici, c'est tellement important. Elle a écrit au sujet de l'importance de son mail local, qui est un endroit où les gens pouvaient se réunir, parce qu'il n'y avait aucun autre endroit où aller pour plusieurs. On le voit dans la photo, c'est pas aussi simple que d'ouvrir les portes à nouveau, là, ou d'éliminer les restrictions, les confinements, les mandats, en espérant que les gens vont revenir. C'est plus difficile que ça. En automne 2019, là, et maintenant, dans la photo, ce sont des époques différentes. Et vous voyez ici, The Path à Toronto, qui est un mail souterrain dans le district, dans un des districts de la ville. Ce qui était un centre commercial intérieur où il y avait beaucoup de consommateurs, de clients, de gens d'affaires, ben, c'était dépeuplé, hein, significativement. Et donc, c'est compliqué ce que veulent les gens par rapport aux réunions, aux rassemblements, parce que les impacts se sont vus à tout niveau. Notre façon de vivre, notre façon de travailler, c'est pas juste la question des infections par voie aérienne, là. C'est pas clair vraiment. Que veulent les gens du point de vue de leur expérience en personne, ce qu'on appelle en présentiel? Les gens essaient de comprendre ça. Les petites organisations, les théâtres, les groupes communautaires, etc., essaient de penser à cette question. Tout le monde y pense. Dernier élément sur lequel on a travaillé également, c'est intéressant pour cette conversation-ci. Voici l'illustration. C'est une histoire de Hailey. Son mari a reçu 2 fois une transplantation du foie. Bon, il doit utiliser des médicaments immunosuppressifs. Et donc, la chose la plus claire que j'ai lue au sujet de la vague, pour elle, pour moi en tout cas, ces derniers mois ont été pour moi, en fait, c'était comme une ligne claire. Plus de liberté, plus de confort, plus de capacité de vivre dans le monde. Pour Emma, des gens comme elle, c'était très différent. Elle écrit que le lien protecteur qui aurait dû nous protéger semble être anéanti et inutile. Le filet de sécurité est là. Bon, elle ne parle pas, bien sûr, des confinements, ce genre de choses, de restrictions. C'est plutôt une question ouverte. Comment on crée des accommodements pour ces gens?
On parle de beaucoup de gens. En 2020, Statistique Canada a trouvé que 14 des Canadiens de plus de 15 ans avaient un système immunosupprimé. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, sous un certain âge, peut-être en bas de 5 ans. Il y a les personnes âgées, peut-être plus vulnérables, etc. Des perspectives différentes de la mienne. C'est compliqué comment créer des accommodements pour tous. Un des éléments les plus compliqués. Je suis motivé par les différents projets qui vont être mentionnés là-dessus. Durant les dernières années, les lois pour aider, donner un support aux gens qui vivent avec un handicap ou un trouble d'un spectre quelconque, eh bien, ça nous a éclairé. On essaie d'être de plus en plus inclusif. Mais c'est compliqué d'inclure tout le monde ici. Et c'est peut-être là un, un bon commentaire en guise d'exergue pour commencer notre discussion. Oui, bien, maintenant, on va faire participer nos panélistes. Je ne suis pas certain si Susanna a été en mesure de participer, de se joindre à nous. Elle avait des difficultés avec son. Lisa, Sean, voilà, bonjour. Eux, ils ont fait un travail formidable. Lisa O'Connell vient de Pat the Dog Theatre Creation de Kitchener, en Ontario. Elle va se présenter elle-même dans quelques instants. Un travail formidable qu'elle fait pour savoir comment faire une transition, parce que vous avez du théâtre en personne, mais aussi en ligne maintenant, et comment le faire cette transition. Hope Spring Cancer Sport de Waterloo, en Ontario, est représenté par Sean Hlovaski. Vous avez eu quelques programmes au début en ligne. Comme Nick l'a dit, il y a des gens qui ont des problèmes d'immunocompromission, des gens qui vivent avec le cancer. Donc, c'est pas évident pour eux, le présentiel. Alors, Lisa, d'abord, parlez-nous du travail que vous avez fait pour savoir comment la pandémie a un impact sur certaines de vos activités et votre programmation. Je serais très heureuse d'en parler. Merci à tous. Bonjour. Oui, moi, notre théâtre de création est un catalyseur. C'est que nous travaillons avec les gens qui veulent ou ont une histoire et on raconte cette histoire sur scène ou par différentes voix, autres que la scène, peut-être au niveau théâtral. J'ai fondé dans la région de Waterloo un nouveau festival en 2020. J'ai le grand CFM Folk Fest. C'était notre premier festival qui se consacre entièrement aux histoires racontées pour ou par les femmes et pour la région de Waterloo au mois de mars. C'est le mois de l'histoire des femmes et le mois des femmes à l'international. Notre région de Waterloo est à 1 heure à l'ouest de Toronto et c'est un des centres urbains qui croît le plus au Canada, 5e ou 6e, dépendamment à quelle étude vous regardez. En dépit de cela, nous n'avons pas tout le support, écologiquement parlant, que d'autres centres urbains plus grands dont ils disposent. Nous avons 60 à 69 au niveau des payes pour l'équivalent du paiement dans d'autres régions. On a FemFox, et donc c'est vraiment important. C'est présent et le mois de mars, c'est un endroit formidable. Donc, on a créé notre festival et on a eu au mois de mars 2020, c'était un don pour nous de créer le festival et on a eu 3 jours. On a tenu 3 jours sur les 17 qu'on avait entrevus, puis on a pu payer des artistes pour ça en plein milieu d'une pandémie. Il a fallu changer les choses rapidement, comme pour tous les autres performeurs ou tous les autres artistes ou les communautés d'artistes ou organismes d'artistes. Donc, il y a l'EPOC, etc., et Neglected Landscape, etc. Mes amis de la grande région de Toronto sont des endroits qui sont à l'extérieur de nos zones urbaines normales. Mais donc, qu'est-ce que vous faites? On a payé nos artistes. Nos artistes avaient besoin de ces argents. On a un public qui veut entendre ces histoires et on nous a confinés. Et donc, on a opté pour le format numérique rapidement. On a appris autant que faire se peut, très rapidement, savoir comment utiliser Gather, Zoom ou d'autres formats virtuels. Grâce à l'appui de l'initiative Health Communities, on a pu avoir un deuxième festival en 2021. C'était Thankful Fest
Durant 13 jours, du 18 au 28 mars, on a fait le tout virtuellement sur toute plateforme, Zoom, et on avait une équipe artistique qui savait comment pirater le tout, donc pour l'utiliser en quelque sorte pour des buts de performance. On a une plateforme Bella2D qu'on a pu utiliser également. On a appris beaucoup de cette expérience-là. La raison principale pour faire cela, c'est parce qu'on voulait montrer qu'on était encore là, qu'on persistait, qu'on vivait encore en dépit de la pandémie et qu'on pouvait avoir un programme d'extension aussi. C'était une réussite formidable. Nos publics étaient partout au pays, mais aussi à l'international, virtuellement. Des fois, 200 personnes ou plus participaient, des fois juste 30 personnes, mais on s'est rendu compte qu'on a rajouté des supports numériques au festival. Quelque chose comme, par exemple, un bulletin virtuel quotidien qui parlait de ce que l'on faisait. Et cette petite invitation, en termes de rajouter des choses, en termes d'appui pour notre festival, connu une réussite formidable. 750 personnes ont signé pour recevoir le bulletin virtuel. Les gens l'ont reçu quotidiennement, mais ce n'est pas tout le monde qui est venu au festival. Mais c'était tout simplement une invitation qui était rendue possible virtuellement. C'est notre troisième festival cette année. On a une plateforme. Du 8 au 20 mars de cette année, on a eu notre premier festival en personne depuis 2 ans. En mars, on suivait toujours les protocoles du COVID. On était sujet à suivre les directives de la santé. On pouvait se réunir, mais juste dans de petits espaces marginalisés. Et donc, on avait juste la moitié des gens d'un auditoire de 100 personnes qui peuvent participer. On n'était pas obligé de le faire, mais le public voulait le code QR. On a pu vérifier les choses. On était un des premiers groupes prêts à faire les choses. On ne savait pas ce dont on aurait besoin, qu'on devrait faire en 13 jours. On s'est rendu compte qu'est-ce qui était nécessaire pour notre public et comment les choses sont arrivées. On a eu une ouverture très lente et gentille, douce. On voulait y aller lentement. On voulait que notre public procède lentement. On savait que tout le monde était déboussolé dans le secteur de notre communauté, etc. Grâce à une invitation très douce, on a fait d'1 à 3 événements par jour. Des fois, on a fait des performances en direct ou en mode virtuel. On avait beaucoup d'activités à l'extérieur. Au centre-ville de Waterloo, à Uptown, on avait des projections pendant 2 fins de semaine. On a 10 femmes artistes du pays qui ont participé. On a fait une projection sur un mur. Il faisait très froid, là, des fois. Et on a eu des projections sur un grand mur dans le Uptown Core. On avait des boucles de 30 minutes. Donc, 5 fois, tous les soirs, on avait ces projections d'œuvres créées par des artistes partout au Canada. C'était une provocation. Les gens arrêtaient, amenaient des aliments, leurs chaises longues et conversaient beaucoup. Ce genre de travail n'est pas une nouveauté. Les gens l'ont fait avant. Mais l'idée était d'envoyer une invitation à participer en temps pandémique. Et donc, c'était une occasion d'espoir à plusieurs égards. C'était très bien reçu. Nous avons également fait une transition pour le festival vers la bonne incubation avec les artistes. C'était très important pour nous que nos artistes soient payés, que tous les artistes des arts de la scène soient payés, tous ceux qui étaient actifs durant la pandémie. Si votre travail, c'est de faire une présentation en direct, si vous ne pouvez pas faire une représentation en présentiel, vous allez perdre de l'argent. Et donc, on a pu payer les artistes selon leur discipline. Les salaires variaient. On est on a un travail multidisciplinaire, on travaille avec des artistes qui font de la performance, des acteurs de théâtre, des artistes visuels et même du monde du textile qui ont participé avec nous et on a pu les payer. En incubation, comme on dit, on avait 15 artistes en résidence qui ont été payés pour créer des œuvres avec un montant de départ de 1 500 à 2 000 qui est très modeste pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Et donc, avoir des éléments interactifs dans le festival et cet élément pouvait être une présentation. Ça peut être une prise en charge à l'Instagram, comme on dit, et pas besoin d'un événement spectaculaire, mais finalement, le résultat, c'est que les artistes étaient très motivés et heureux d'être là. Le résultat du travail de ces artistes a été formidable. Et les présentations étaient formidables, des belles contributions. On a pu faire plusieurs événements dans nos espaces de théâtre pour les publics de 30 à 50 personnes. Les publics étaient fréquents, ils étaient heureux que l'on vérifie et respecte les mesures sanitaires.
on avait une approche intime de ce qui a connu une belle réussite. On a été énergisés, ravigotés par tout ça. Ça a très bien été. Désolé, oui. Ça semble formidable, oui. Comment maintenir cette expérience tout en faisant une transition vers une nouvelle plateforme avec de la technologie et devoir se préoccuper de questions liées au travail, à l'emploi et toutes ces expériences également. C'est merveilleux. Oui, félicitations. Chapeau. Ça semble formidable. On va vous céder le micro à nouveau. Merci. On donne le micro à Sean. Parle-nous de ton travail. Comment la pandémie a un impact sur votre travail? Oui, merci. J'ai pris des notes, Lisa. Je suis stupéfait de ce que vous avez fait. Hope Spring Cancer est un OSBL. On offre des services gratuits non médicaux à quiconque en a besoin. On parle de support psychosocial que l'on offre lorsque la pandémie a démarré. En tant qu'équipe, sans même savoir ce qui allait arriver, on savait qu'on devait se bouger le plus rapidement possible et opter pour un environnement virtuel. Au mois de mars 2020, au mois d'avril, 90 de notre organisation s'en est allé vers un environnement virtuel. Il y a plusieurs choses comme la thérapie, style massage. On ne peut pas faire ça virtuellement, mais tout le reste ou presque, on a pu le faire, le livrer virtuellement. Relativement à la pandémie, alors qu'elle progressait, on a créé une matrice. Euh, on avait différentes listes de choses que l'on voulait faire pour la programmation. Euh, Santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale, des catégories. Puis ensuite, on avait les parties prenantes qui avaient leur catégorie pour ceux qui font face au cancer, ceux qui aident les gens qui souffrent de cancer, là, les fournisseurs de soins, etc. Ceux qui sont des survivants post-cancer, c'est une nouvelle normale également, les enfants qui font face au cancer ou qui vivent avec ou qui ont des membres de la famille qui vivent avec le cancer et des fournisseurs de soins médicaux. Il y avait de plus en plus de restrictions alors que déferlait la COVID. On a vu des chirurgies être annulées, ce qui a fait s'accroître les préoccupations en matière de santé pour ceux qui font face au cancer et aux fournisseurs de soins également, de façon significative. Ceux qui vont avoir ces événements cancéreux et qui vont avoir une chimio, par exemple, il y a un problème d'immunosuppression ou d'immunocompromission. Ils vont être prudents de toute façon qu'il y ait une pandémie ou non. Ils peuvent tomber malades d'autres choses que du cancer. Ça peut être au détriment de leur santé. Donc, on doit rajouter un autre niveau, une autre couche de prudence. Certaines solutions que Hope Spring avait créées, c'est qu'essentiellement, on avait support par les pairs, un concept d'appui par les pairs, là, de peer support pour les gens qui vivent avec le cancer ou pour les fournisseurs de soins, afin qu'ils puissent entrer en contact en direct, en live, avec des gens qui connaissent une histoire de cancer ou qui sont des fournisseurs de soins. Peut-être pas des professionnels, mais euh, des pairs. On parle de peer support, de support d'aide par les pairs, n'est-ce pas, de pairs aidants. Et donc, dans le programme, on a fait également un appel de vérification de la compassion, un compassion call, un check-in, comme on dit. On fait un appel de façon hebdomadaire avec ceux qui font partie, qui sont membres, pour vérifier comment ils vont. Parce que l'isolement, c'est tellement grave que les gens ne voyaient personne pendant des semaines. Et ça, c'était un gros problème, un risque pour leur vie. Une menace. Hope Spring, en optant pour le mode virtuel, ne s'attendait pas à connaître une telle portée. On a pu avoir une portée incroyable. Et même si on est à Kitchener, à Waterloo, on est de Guelph, Burlington et de la région de Waterloo, on a obtenu des demandes du Yukon, de la Colombie-Britannique, des territoires du nord-ouest de Terre-Neuve, du Royaume-Uni et d'autres endroits aussi. Et donc, on a pris une décision, peu importe, on allait servir.
C'était notre décision. On n'essaie pas de référer les gens à d'autres. Parce que nous, on disait, voilà, vous devez vous en aller là pour trouver une solution. Mais c'était toujours sur les épaules du fournisseur de soins ou de la personne qui vivait avec le cancer et ne pouvait nécessairement pas être référé à une destination. Donc, on essayait de les aider plutôt que de se débarrasser des dossiers. On avait des programmes comme la méditation, le yoga, le reiki, le qigong. C'est différentes offres qu'on a données. Il y avait un nouveau sens de collectivité qui a été suscité de par ces activités de yoga. Les membres de la famille peuvent se parler d'un océan à l'autre, même s'ils ne vivent pas ensemble. Des gens qui vivent avec le cancer peuvent avoir une séance de yoga, même s'ils n'habitent pas au même lieu, et avoir une communauté, une amitié, avoir les membres de la famille qui se joignent à eux également et peuvent se brancher ensemble. Ou une famille peut se réunir dans une maison, dans leur maison, et établir un lien avec une autre famille qui se réunit dans sa maison. Ce genre d'amitié a été rendu possible. On a fait beaucoup de choses dans ce style. Un élément central de ce que l'on fait chez euh, Hope Spring, c'est qu'on a eu des demandes de partout au pays parce que les consultations ont chuté. Et donc, nous, on a commencé à offrir des séances de consultation virtuelles post-mastectomie, par exemple. Et donc, dans notre collectivité, on avait très peu de personnes qui pouvaient réduire les chances d'attraper la COVID. Et puis, on avait donc une interaction qui était amoindrie. Mais ensuite, selon la demande, on pouvait expédier de We Would Camel partout au pays. Et donc, il faut savoir que la pandémie a continué. Il y avait nos partenaires médicaux qui, de plus en plus, se fiaient sur notre organisation. Les hôpitaux, les centres du cancer, etc., se fiaient à nous parce que le personnel était réduit. Il y avait un redéploiement du personnel du centre de cancer vers l'urgence. Et donc, il y avait moins de travailleurs sociaux à cause des maladies, moins de médecins, moins d'infirmiers et infirmières, de travailleurs sociaux, travailleuses sociales pour nous aider là-dessus. On a accru notre capacité. Plusieurs organisations ont réduit les employés, mais nous avons accéléré notre main-d'œuvre au sens où on savait qu'il y aurait un besoin. Nous voulions offrir des services de counseling accrus pour satisfaire la demande additionnelle, en faisant des partenariats avec du counseling, de interfaith, etc., nos partenaires de counseling. Et donc, on voulait euh, enlever ce fardeau, cette pression des épaules des fournisseurs médicaux. Et donc, c'est très important. L'avenir ressemblera à quoi? Est-ce qu'on doit rester virtuel? Est-ce qu'on doit revenir au mode présentiel? Des choses qu'on a apprises, c'est que quelqu'un qui passe par un cancer tous les jours, c'est une journée différente. On ne sait plus jamais comment on va se sentir. Donc, au lieu de devoir annuler vos rendez-vous, vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone, aller en personne ou le faire virtuellement, ce qui vous rend le plus à l'aise. Nous voulons trouver des façons d'offrir une programmation selon les niveaux de confort personnel. Il y aura donc un éventail d'options que les gens pourront choisir. Si on offre quelque chose en live, il y aura un feed live ou une interaction par Zoom ou par Teams. Et donc, il peut y avoir du FaceTime également. Parce que ce sont des choses que nous devons faire, trouver des façons de nous améliorer. Un autre exemple formidable de comment une organisation a changé du tout au tout pour faire quelque chose de complètement différent très tôt. Vous avez obtenu un résultat formidable. Merci, Sean, pardon, de partager ça avec nous. J'espère que Suzanne a pu se joindre à nous, mais en fait, elle n'a pas pu le faire. Elle avait quelque chose d'intéressant à offrir. Elle travaille avec des personnes âgées. Voilà, donc notre groupe vulnérable. Ils connaissent leurs difficultés durant la pandémie, c'est certain. On essaie de faire en sorte qu'ils demeurent branchés les uns avec les autres, connectés pour réduire l'isolement. C'est un grand défi et en même temps, il faut composer avec des difficultés et il faut sécuriser les gens. C'est très
tout un défi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent dans le clavardoir et je me pose la question, peut-être qu'on peut avoir quelques instants pour ramasser nos réflexions et peut-être pour les panélistes ici, on peut considérer le tout. Et donc, j'ai une autre question ici, bien sûr. What are the most pressing questions for both of you as you're now looking to move from pre-COVID to post-COVID in terms of your programming and how you're going about your services? I'll jump in. One of the major things that I think we all do as people that run organizations, but Une des choses que nous faisons, c'est de travailler auprès des différentes organisations. On travaille dans le théâtre activement avec les collectivités, les publics. Il faut savoir quels sont les différents besoins des publics. À ce moment-ci, on se rend compte qu'il y a une grande période de réflexion qui est requise. Et donc, on prend le temps pour avoir cette réflexion, pour se poser la question, quoi faire? C'est comme ce qu'a dit Sean, parce qu'on a opté pour le numérique rapidement comme lieu et notre auditoire, notre public, en fait, s'est accru. Et donc, on a connu une croissance explosive. C'est une organisation qu'on existe depuis 16 ans. On a été un catalyseur pour le théâtre, mais on travaille maintenant avec des artistes d'autres disciplines. Avec le numérique, on connaît une expansion internationale, ce qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour savoir comment servir, desservir vos différents invités, membres, etc., publics? Il y a le mode hybride également. On ne va pas revenir à la normale d'avant parce qu'on est dans un autre univers. On a tous été frappés par la pandémie. Ce qui a été beau en même temps parce qu'on a un point commun vers un objectif commun, c'est-à-dire qu'on se pose la question, OK, on comprend ce qui se passe, mais comment aller de l'avant? Il faut comprendre ce qui est merveilleux du numérique, mais revenir peu à peu vers les prestations en personne. Et on a été façonné de différentes façons. On a été changé au niveau de notre esprit, notre pensée, notre cœur, notre esprit, etc. Et on a notre première réunion après 2 ans, puis les gens n'étaient même pas habitués, maintenant, n'étaient plus habitués à s'habiller. Ils étaient habitués à avoir des séances en pyjama. Et donc, ne plus, il y a donc une nouvelle habitude. Et il y a une conscience de la maladie aussi. Je partage avec vous que j'ai fait toutes les vérifications. J'ai attrapé la COVID il y a 6 semaines, même si j'ai été vacciné, de ma belle-mère qui est dans un centre pour personnes âgées. Donc, il y a une vulnérabilité maintenant qui existe. Il faut le savoir sur notre parcours, il faut tenir compte de ces choses-là. Alors que les prochaines étapes s'en viennent, il faut savoir qu'est-ce que ça voudra dire. Les partenariats sont plus importants que jamais. Mais bien sûr, dans le travail que je fais, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les partenariats uniques, là. Non, c'est quelque chose nous arrive, comme Jean l'a dit. Comment peut-on étendre, grandir et desservir le plus de gens possible s'il y a une opportunité ou quelque chose de nouveau? C'est la question à se poser. Donc, il faut des fois savoir dire non aux opportunités. Il faut aller lentement. Des fois, les opportunités ont l'air belles, mais est-ce que ça nous sert à long terme? Et est-ce qu'on vérifie les choses avec nos communautés pour voir de quoi elles ont besoin? On a des outils numériques et donc il y a des extensions que l'on fait numériquement, mais il faut, par FaceTime ou Zoom, faire un suivi ou même par appel téléphonique. La connexion intime est nécessaire. La relation intime est nécessaire avec les gens en vue de l'avenir. La gentillesse aussi. Il faut savoir que notre sentier est celui du cœur, de l'esprit. Et donc, on peut prendre des risques. Des choses peuvent ne pas marcher, mais il faut suivre son cœur. Il faut pouvoir changer aussi si quelque chose ne marche pas. C'est important. Il faut se poser la question comment mieux servir. L'autre élément important, c'est le mieux-être de notre personnel et de nous-mêmes. On ne peut pas tout faire, même si on veut faire les femmes d'orchestre. Et ce que l'on a appris, c'est comment bien faire auprès des gens avec qui on travaille, notre personnel. Il faut travailler de façon holistique en respectant notre santé autant que faire se peut. On ne peut pas tout faire au même moment, mais sur 10 choses à faire, peut-être qu'on peut en faire 3 et on a besoin d'aide pour faire le travail, bien sûr. Sean, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'allais juste rajouter quelques éléments ici lorsque tu parles de partenariat. Une des choses qui nous motive beaucoup à Hope Spring, quelque chose dont personne n'a parlé et qui réunit deux organisations. Des fois, c'est des réunions qui ne font qu'un sens en surface, mais qui sont tout à fait sensées en ce qui a trait à l'ADN des organisations lorsqu'elles se réunissent, même si ça n'a pas de bon sens, supposément. L'art-thérapie, pour nous, on a parlé de groupes artistiques, là, créer des trousses d'aquarelle et les envoyer vers des foyers pour personnes âgées, donner des cours d'aquarelle, euh, peu importe ce que c'est, quelque chose qui est lié à l'art, pour de l'art-thérapie. Ça, c'est bon, ça marche. On veut trouver des façons formalisées d'aider les groupes. Ça a changé aussi. On offre également de la musicothérapie. L'idée est de savoir comment jouer du ukulélé, que les communautés artistiques peuvent être réunies avec des organisations sur la santé comme nous et se réunissent pour entamer des conversations uniques et établir des liens interpersonnels pour bâtir des relations très solides pour le long terme. Un des autres éléments, une des choses que l'on a faites, et Hope Spring a été l'hôte de conversations communautaires avec notre conseil, nous avons dit, on ne peut pas tout savoir car on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, on sait seulement ce que l'on sait. Et le Robert Rules, les règles de réunion n'étaient plus valides parce que ça a été écrit en temps non pandémique. Donc, en temps de pandémie, il fallait être souple et mettre de côté les règles préétablies. Il fallait se salir les mains, comme on dit, dans votre organisation, ce qui vous permet d'être plus fort, apprendre et savoir que veut la communauté. Ça nous permet, lorsqu'on est à l'écoute, de déterminer ce dont on a besoin en tant que leader et partie prenante dans l'organisation. Et ça nous aide à devenir une organisation bien meilleure au niveau communautaire selon la rétroaction que l'on entend. Ces conversations ne doivent jamais cesser. Elles doivent toujours se poursuivre, nous allons changer, pivoter, continuer à le faire selon ses besoins continuellement. Un exemple étant que je travaille dans la phase pilote du lancement de ce qu'on appelle du Cancer Concierge. Euh, C'est un programme type navigation. Ce que l'on sait, c'est que nos partenaires médicaux ont une relation de confiance vraiment avec cette personne qui fait face à une maladie et avec le médecin. Mais le médecin est là pour des questions médicales. Et on pose des questions aux médecins sur des choses non médicales, relativement aux assurances, relativement au financement. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas d'argent pour faire X, Y, Z. Peut-être que c'est des questions sur la nutrition. L'idée de ce concierge, c'est que c'est un intermédiaire où nos différents intervenants peuvent passer leur information. Nos intervenants passent leur information au concierge et c'est le concierge qui travaille avec les clients, les patients. C'est différent parce que là, comme modèle, on va établir les différents détails d'un besoin non médical et on va les mener en leur tenant la main vers la bonne direction jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port et qu'ils obtiennent une résolution de leurs problèmes. Parce que cela élimine une pierre d'achoppement. On a fait l'analyse de coûts. Et les gens de la communauté croient en ça. Et ça les enthousiasme. Ils pensent que selon tous les coûts calculés, des demandes non médicales, le temps passé sur des protocoles non médicaux, juste à Waterloo, pour la région, juste dans ce réseau de centres pour personnes âgées, on a pu économiser 2 millions de dollars relativement à la paix médicale, aux employés médicaux. C'est un projet qui coûte 175 000 dollars. Est-ce que ce n'est pas censé de le faire, de le déployer, ce programme? Donc, on économise beaucoup d'argent et on fait face à la COVID tout en apprenant quels pourraient être les besoins. Merci. Merci, Lisa Sean. Il semble qu'il y a beaucoup de clavardage. Oui, je peux peut-être partager certaines histoires. Les gens parlent de leur organisation et comment on a changé les choses et composé avec les choses. De la Ottawa Outgear Library, quelqu'un parle de leurs efforts qui mettent l'accent sur l'accès aux activités plein air et ce qu'ils ont pu faire dans la programmation de groupe. Il souligne ici un élément. Plusieurs personnes ont mentionné cela dans le clavardage.
dans le Clavardouar, le transport. Vous pouvez avoir un bon programme en personne. C'est sensible peut-être aux personnes qui ont des vulnérabilités, mais ce n'est pas important s'il doit prendre l'autobus pour se rendre à cette activité en présentiel. Et voilà, quelques difficultés, c'est le transport, comment se rendre à une formation, à un service. Et donc, c'est utile d'en parler. Jacqueline Nelligan, je ne sais pas si je prononce bien votre nom de Lisbon Family and Friends. On doit continuer à satisfaire aux besoins des familles. On a des trousses qui sont données, de l'aide alimentaire, faire des activités à l'extérieur, plein air. Selon ce que je vois dans le clavardoir et selon ce que Sean et Lisa ont dit, une réponse à ces questions difficiles semble être comment tout faire à la fois. Si vous faites des choses en présentiel et dans le mode hybride aussi, en ligne, bon, je me pose une question simplement. Les ressources sont limitées, donc est-ce que c'est possible de faire ça continuellement? Est-ce qu'on pourra continuer à exister dans ce monde en essayant de jouer aux hommes et aux femmes orchestres? Quelle question. Pour nous, à Hope Spring, on est une organisation qui a pignon sur rue. Et donc, on doit penser de façon différente pour desservir les collectivités qui sont les nôtres. Donc, est-ce qu'on demeure une entreprise qui a pignon sur rue ou est-ce qu'on devient simplement virtuellement présent? Est-ce qu'on passe comme intermédiaire entre les gens que l'on dessert et les centres communautaires, les organisations, les autorités municipales, etc. Donc, mais nous, on peut être dans les communautés plutôt que juste d'être un moyeu virtuel. Comprenez-vous? Donc, je dirais que ça, c'est une considération. Un autre élément, être vraiment stratégique et penser en vue de l'avenir. Lorsqu'on pense aux populations marginalisées qui n'ont peut-être pas besoin de technologie, mais connaître la technologie, ça vous permet d'avoir accès aux bailleurs de fonds, au financement pour qu'ils vous aident à offrir des iPads. Et on peut travailler avec des organisations, des agences qui peut-être ont cette population. Et on pourra passer par eux pour peut-être mieux les desservir. Et on pourra se fier à leur expertise également pour pouvoir être à notre meilleur là-dessus, faire ce travail. On est ici, et puis là, il y a tellement d'autres choses plus loin, au-delà de ça. Et donc, il faut se fier au support externe, aux autres partenaires pour nous offrir cette rétroaction. Est-ce que dans un an, on va être transformé? Oui, probablement. Et dans 5 ans, oui, absolument. On aurait été transformé. Le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, c'est pense à ton organisation comme une tente. Tu vas installer ta tente, la défaire. Installer ta tente à nouveau, la planter ailleurs, la défaire, et ainsi de suite. Parce que tu vas avancer. Il faut que tu sois agile. Il faut que tu métaphoriquement, tu vas te déplacer, peut-être pas physiquement, mais il va falloir que tu grandisses. Et les meilleures organisations font comme ça, elles sont souples et elles survivent. Et elles survivent très bien même. Merci beaucoup pour les questions posées dans le Clavardouar. On doit reconnaître que tout le monde n'a pas les mêmes capacités Internet. Les communautés rurales n'ont pas accès à un lien Internet fiable ou sécurisé. Je fais beaucoup de travail dans le nord de l'Ontario et c'est le cas. Nous avons travaillé avec les communautés, nous avons travaillé avec les éléments de Starlink. Il y a des centres communautaires, des activités sur réserve, des centres de santé souvent, et des librairies, des bibliothèques. Mais on a besoin de liens directs afin que notre programmation, lorsqu'elle sera rendue possible, elle pourra être accessible aux gens grâce aux moyens de communication communautaire. On est accessible en Ontario, mais on veut établir des partenariats pour que cela voit le jour. Deuxième élément, c'est surtout personne par personne que ça se fait chaque fois qu'on a vu un programme. On s'en est rendu compte en 2021 avec notre premier festival numérique. On a reconnu plusieurs personnes, des personnes âgées. Moi-même, je le suis. Bon, d'accord. Et les personnes âgées ne sont pas très à l'aise à manier la technologie. Et donc, dans le festival, on avait des sessions de formation Zoom pour savoir comment ouvrir un micro, comment fermer un micro, comment activer les choses ou pas, et une formation plus sophistiquée, comment utiliser Gather.
Donc, des fois, la différence d'âge n'était pas très grande. Tout le monde aime faire partie de la conversation au sujet des avatars, mais ce n'est pas tout le monde qui aime avoir un avatar. Et donc, voilà un élément qui, je pense, est important. Est-ce que c'est plus d'infrastructure comme travail pour l'organisation? Oui. Mais est-ce que c'était nécessaire? Oui, vraiment. Comment gérer le tout? Allez lentement. Ne faites pas 10 programmes, faites-en 3, faites-les bien. On se rend compte que, en général, ça, c'est très important. Et un autre exemple que je vais vous donner, comment nous abordons cela peu à peu. Je vais rencontrer les gens du CNIB avec qui on n'a pas travaillé auparavant comme catalyseur de création théâtrale, comme organisation. On travaille surtout pour le public, mais un de nos artistes que l'on a présenté à FEM Folk Fest cette année, c'est un artiste qui souffre de cécité aveugle. Et donc, on travaille avec des installations visuelles. Et donc, elle a été abordée pour faire des ateliers et l'idée est très bonne, mais ils n'ont pas suffisamment de financement pour mon artiste. Ma prochaine conversation sera de travailler avec le CNRB et pour la région de Waterloo, on veut savoir comment prendre cette très belle idée et potentiellement desservir d'autres collectivités de l'Ontario. Comment peut-on le faire? Comment mieux desservir les gens et comment faire plus d'impact plutôt que juste de faire une chose? Ça peut être remis à plus tard, vers l'été, mais possiblement, c'est quelque chose qui sera plus fructueux pour toutes les communautés d'ici 2023-2024 peut-être. On considère quelque chose et si ça vaut la peine, comment faire en sorte que ça marche? Peut-être que ça ne sera pas une possibilité, peut-être que ça n'arrivera pas, mais c'est ce genre de travail actif. Et oui, ça veut dire plus d'infrastructures pour les leaders de l'organisation, pour notre personnel et à plusieurs égards, c'est une occasion incroyable ou des occasions incroyables et c'est formidable. Il faut veiller au mieux-être de notre personnel surtout et pour leur santé aussi. Un autre élément, je lisais le clavardoir, il y a beaucoup de commentaires que j'y vois. Mon meilleur conseil pour les leaders d'organisation, c'est prenez du temps pour faire des recherches. Vraiment. Faire votre recherche, oui, c'est la meilleure expression, car les ressources, leurs coûts vont augmenter, on le sait, mais si vous faites des recherches, vous allez trouver beaucoup d'opportunités. Je vais vous expliquer deux opportunités là. Hope Spring a été très chanceux. Première opportunité, on a fait un recalibrage des ressources pour le gouvernement du Canada. Si vous faites une recherche, vous voyez qu'il y a des opportunités de financement où ils ont même des fournitures d'items qui sont excédentaires. Et vous pouvez demander d'avoir accès à ces ressources. Et Hope Spring, on a pu réussir à avoir des milliers et des milliers de bouteilles de liquide désinfectant pour les mains. Et donc, on peut, malgré tout, parrainer ou être un moyeu où tout le monde dans la communauté qui a besoin de liquide désinfectant pour les mains peut en avoir. Un exemple, parce qu'on a juste demandé et ils nous l'ont donné, le gouvernement du Canada. Et il y a un organisme qui vient en aide aux animaux, eh bien, était là et on a créé un, un partenariat parce que par Amazon, il y a tellement de produits qui sont tout simplement rejetés et qui aboutissent dans un site d'enfouissement. Et là, on s'est dit, on va mettre ça dans des services. Et on a donc créé une relation avec Amazon. Dans la mesure où on va faire la cueillette de façon sécuritaire de ces marchandises deviennent gratuites. C'est une application qu'on a pu obtenir. Donc, on reçoit des livres, des sous-vêtements jetables qu'on n'a jamais pu offrir avant, des suppléments, de la nourriture, des suppléments liquides, Ensure, des trucs comme ça, des meubles de bureau, de l'ameublement de bureau, ce qui baisse le coût de l'organisation. On n'a plus à acheter ces choses-là. Si quelqu'un vous fait un don pour un organisme à but non lucratif, on ne veut pas que l'argent s'en aille acheter des choses comme ça, mais veut que ce don contribue vraiment à la collectivité. Donc voilà, on peut économiser. Faites des recherches, car les ressources existent, elles sont là, il faut les trouver. Merci à vous deux. Un autre élément juteux qui provient du clavardoir, beaucoup de contenu, oui.
Les gens, je pense, un instant. Je pense qu'un des éléments ici, c'est de savoir comment il y a des gens qui utilisaient des services avant en personne, et puis par opposition, il y a les gens qui ont plus accès à des choses en ligne dans le monde numérique. Les gens, l'utilisation des éléments technologiques ou en ligne, ça s'est accru, ça s'est accéléré à cause de la pandémie. Qu'est-ce qui se passe lorsque des gens ont de la difficulté à utiliser la technologie en ligne? Ça semble être une question importante. Lisa? L'autre question, et je pense que on verra, mais Naomi Wolf a posé la question, je me demande qu'est-ce qui vous donne espoir à ce moment-ci, qu'est-ce qui vous inspire à continuer à faire ce que vous faites? Je ne sais pas si vous avez quoi que ce soit rajouté, quelque chose qui vous donne espoir. Moi, je suis plus optimiste que jamais dans ma pratique et je pratique depuis des décennies. La résilience, des histoires, de notre caractère, notre esprit. Pour le théâtre en particulier, parce qu'on a été branlé et ça a brassé des choses. C'est une industrie marginalisée, n'est-ce pas? Et si vous croyez que le narratif, c'est la seule chose que l'on a, on peut sauver des vies grâce à notre trame narrative. Si vous y croyez, moi j'y crois. Si vous pensez que c'est nécessaire à la condition humaine, donc on peut aller d'avant. C'est positif. Durant une pandémie, c'est ce que les gens consomment, cette trame narrative, nos histoires, nos récits, la culture canadienne, peu importe ce qu'est le Canada. Donc, je représente beaucoup de marginalisation parce que je suis un peu française et bon, un peu particulière dans mes origines. Et il y a des millions de personnes au pays dont leur histoire n'a jamais été racontée. C'est un moment remarquable pour nous de faire ce travail, de raconter ces histoires au public, de partager qui nous sommes devant le public. Les artistes avec qui nous travaillons, et qui ont le goût de raconter ces histoires, sont plus dévoués que jamais auparavant. Parler de résilience, parler des pivots, de changer. Donc, encore une fois, dans les collectivités, on travaille toujours là-dessus. Il y a une opportunité ici pour faire le travail, ramener cela. Je pense que c'est une opportunité très importante. Ma pratique, à plusieurs égards, est beaucoup plus claire que jamais auparavant. Trouver ces ressources pour les gens, pour raconter cette histoire et apporter le tout aux auditoires. Écouter, entendre également que veulent les publics. Trouver un lien pour que des œuvres autochtones puissent être accessibles au nord de l'Ontario ou qu'un metteur en scène puisse avoir accès à un groupe d'acteurs pour raconter une histoire très importante. Donc, c'est bouleversant dans le meilleur sens du terme. L'expérience que nous avons connue en mars m'a énergisé. Notre premier festival qui était fait depuis, bien sûr. Et puis ensuite, on a eu notre première prestation tout en suivant les protocoles, mais en personne, en présentiel. C'était un petit public, on avait une session questions-réponses. Les gens avaient besoin de s'asseoir dans le silence et on devait leur dire, vous prenez un temps pour vous. Et à un moment donné, il y avait un artiste circassien là, et puis du cirque là. Et elle a parlé de son expérience. Elle a eu un incident du postpartum et puis il y a des gens qui étaient assis, et des fois même 3 personnes assis, des personnes assises en silence pendant 3 minutes pour essayer d'accueillir le moment, ce moment silencieux très profond où les gens voulaient juste ne pas quitter les lieux et sans savoir quoi dire. Puis ensuite, la conversation a commencé et les gens ne voulaient plus s'en aller à la fin. C'est le désir de créer des connexions, des liens interpersonnels, parler des choses importantes à partir de leur cœur. Ça, c'est beaucoup plus important. Moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je veux tout faire à la fois, donc je dois ne pas vouloir le faire car ce n'est pas utile. L'idée, c'est d'avoir un projet peut-être et on peut avoir plusieurs couches là, dans le projet, plusieurs segments. Il faut savoir comment établir des partenariats pour ce travail. Je pense que notre public, nos citoyens, notre collectivité, notre communauté, nos gens ont soif de théâtre et de ce genre de choses humaines de plus en plus. Oui, merci. Et merveilleuse énergie. Je ne sais pas comment je peux parler après. C'était spectaculaire ce que vous avez dit. Bon, moi, je suis allé au festival Stratford il y a une semaine. Et moi,
Avant, j'allais une fois par année, mais je pense que je prenais ça pour acquis. Est-ce que j'aimais vraiment ça, mon expérience, quelle était-elle? Est-ce que j'appréciais vraiment les choses? Maintenant, j'apprécie tellement plus ce festival de Stratford. Je me sens rempli de gratitude d'avoir accès à ces expériences, pouvoir participer en personne, à une prestation artistique, quelle qu'elle soit. Dans le passé, la vie était freinée. Les gens tiraient profit des choses peut-être, mais maintenant, on en prend une pause et puis on apprécie mieux. Du point de vue de l'espoir, Hope Spring fait partie de notre nom. Ça fait partie de notre ADN. En tant qu'organisation, je pense que la chose la plus importante, c'est que nous aidions ceux qui font face à un des chapitres les plus difficiles de leur vie, de leur périple personnel, lorsqu'ils font face au cancer. Et des fois, on voit une étincelle d'espoir dans l'œil de quelqu'un comme résultat du travail que vous faites. Ce qui vous motive et vous transporte pendant très, très, très longtemps. Et donc, moi, j'ai entendu une citation il y a longtemps qui est restée en moi. Là où tu es, ça te prépare à quelque chose de mieux ou ça te préserve, ça te protège contre quelque chose de pire. C'est mon mantra personnel. Ça m'a aidé durant la COVID. C'est comme ça que j'essaie de mener l'organisation. On a parlé du mieux-être de vos employés, c'est très important pour les bénévoles aussi. Pour les employés, ils doivent disposer de ce dont ils ont besoin, ce doit leur être disponible. Il faut vraiment écouter leur point de vue. Ils vont aider l'organisation s'ils peuvent mieux desservir ainsi la population. Et il faut vraiment prendre le temps pour construire le meilleur modèle, pour devenir la meilleure personne que vous pouvez devenir pour desservir la population. Ça va juste aider. Mon équipe dirait ça. Il faut être à son meilleur. Il faut être comme des majorettes là. Il faut prendre toutes les décisions selon cette empathie, être dans les souliers de la personne qui vit avec le cancer. Lorsqu'on pourra faire preuve d'empathie, ainsi, on obtiendra les meilleurs résultats, on aura accès aux meilleures ressources et aux meilleurs supports possibles. Quelle belle énergie pour conclure notre conversation d'aujourd'hui. Je vais céder le micro à Naomi. Avant de le faire, je veux juste remercier Lisa et Sean. Merci de partager ce travail exceptionnel que vous menez. Merci beaucoup à Naomi, Gabriella et Dave. Merci de rendre le tout possible afin que l'on puisse se réunir aujourd'hui, afin que l'on puisse avoir une conversation. Je vous cède le micro, Naomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ty, Nick. Merci d'être nos hôtes. C'est formidable de pouvoir compter sur vous. On a une discussion tellement riche, Lisa. Merci infiniment pour votre partage. Vous avez parlé de toutes ces belles choses que vous faites. C'est important pour nous d'entendre parler de ça. Donc, votre passion est là, elle se voit, elle est manifeste pour cette communauté. Donc, merci beaucoup. Ce que vous faites, c'est tellement important. Et il nous reste un tout petit peu de temps, mais je vais conclure. Le but, c'est de continuer à apprendre et de nous améliorer. Donc, voulez-vous répondre à un petit questionnaire pour que l'on puisse s'améliorer, afin que nous puissions avoir vos commentaires? Et on va partager les résultats dans l'enclave ardoire et par courriel un peu plus tard aujourd'hui. Et dans le suivi, nous allons... Ah oui, cette session a été enregistrée, donc tout sera disponible également dans les jours à venir. On espère que vous avez aimé la session selon vos besoins. Merci à tous ceux qui ont participé à rédiger le document conjoint. Si vous voulez rajouter votre commentaire dans les prochains jours, c'est possible. Et voilà, ça y est pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous allons rester interreliés en vue de nous engager dans d'autres belles activités. Au revoir à la